Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce dernier webinaire du programme AI for Edu. On est déjà au dernier webinaire, celui qui va clôturer ici ce parcours référent en intelligence artificielle pour vous, référents futurs, référents IA. On est ravis de vous retrouver pour la thématique de ce soir qui va aborder les enjeux juridiques. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Vous êtes très, très nombreux ce soir. Ça nous fait bien évidemment plaisir et je vois que vous êtes déjà toutes et tous au taquet, chaud bouillant dans le chat. Bonsoir à Uriel, Karine, Driss, Élise, Frédéric, Antonin, Flavie. Ça défile à Franck, Amandine, Sven. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes plus d'une centaine ce soir, donc je ne vais pas dire vos prénoms à tout le monde malheureusement. Maintenant, je vais accueillir mon invité, je vais dire préféré, mais en tout cas, c'est celui qui vient le plus souvent près de moi, Jacques Follon. Bonsoir, avec plaisir. Jacques, avec plaisir à chaque fois. Jacques, donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'ici, on est peut-être un public qui te connaît moins, donc tu es professeur en marketing, déjà, ça c'est une première casquette que tu as. Et puis aussi, c'est un peu pour cela que tu es là aujourd'hui, tu es expert RGPD également, et donc, qui mieux que toi pouvait nous parler, parce que tu as cette casquette de prof, en plus très intéressant pour eux, du RGPD, de tous ces aspects juridiques de l'intelligence artificielle. Mais pas que. Donc voilà, bonsoir à toi Jacques, sois le bienvenu. Tu nous as concocté beaucoup de slides, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, on a un peu toutes tes coordonnées, hein, Jacques, ici. Enfin voilà, faites-vous plaisir sur le numéro de téléphone de Jacques. Ne l'appelez pas pendant le webinaire, mais il est disponible. Merci. Non, c'est aussi pour ceux qui s'intéressent plus quelque part à rentrer en profondeur, notamment sur les aspects RGPD vie privée. C'est mes deux derniers bouquins sur le sujet et dans lesquels il y a une spécificité enseignement. Et on est en train de préparer d'ailleurs pour 2025 avec la DPO de la Fédération Wallonie-Bruxelles un bouquin qui sera plus orienté notamment sur la vie privée des enfants. Donc, tout ce qui est école, mais pas que, et aussi mouvement de jeunesse, etc., parce qu'il y a quand même eu pas mal de questions à ce sujet. Et puis, si ça vous intéresse, je fais des chroniques dans le soir tous les lundis, une fois sur deux papier, une fois sur deux digital. Donc, voilà, sur cette problématique. Il faut que tu cliques, à mon avis. Quand il est capricieux pour passer à la prochaine slide, il faut que tu cliques. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on parle d'IA, c'est clair que ça devient un peu comme les Oscars, c'est-à-dire qu'en fait, bien entendu, tout ce qui est AI, recherche et autres, c'est des outils d'AI qui servent. Moi, j'utilise beaucoup Beautiful AI, mais aussi Grok pour certains trucs, etc. Et c'est vrai que ça devient des outils tout à fait indispensables maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est reprendre un peu le cadre juridique global, voir un peu où on en est, parce qu'en fait, Adrien parlait du RGPD, mais on est confronté aujourd'hui à un nombre de normes législatives qui sont quand même de plus en plus importantes, qui rendent les choses un peu plus compliquées d'ailleurs. On parlait de la limite d'âge. Alors, certains d'entre vous avaient envoyé des questions. Les questions qu'on a reçues, je les ai déjà intégrées dans la présentation, donc vous ne devez pas les reposer. Et on les prendra au fur et à mesure. Notamment, il y en avait plusieurs sur la limite d'âge d'utilisation de l'IA. On parlera de propriété intellectuelle. Qui pose pas mal de problèmes et qui me rappellera les années où j'étais le patron de la SABAM, où on se posait les questions à ce moment-là d'usage par rapport aux plateformes de l'Internet et qui sont exactement les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui pour les plateformes d'IA d'ailleurs. Les aspects RGPD vie privée. Un peu d'encadrement des usages, parce qu'en fait, il y a une étude de Kaspersky qui est sortie il n'y a pas très longtemps, dans laquelle on constate, et d'où l'intérêt d'avoir des référents IA un peu partout, c'est que souvent les enseignants, les collaborateurs, etc., ne savent pas trop, quelque part, quels sont les risques en matière d'IA. Et donc, je termine par une petite boutade sur le fait que, est-ce que finalement, les enseignants vont être remplacés par l'IA? On verra. On verra bien. Mais on va commencer par un premier petit sondage, justement. J'en ai parlé en intro. Donc, vous avez à côté de chat et questions, vous avez un onglet sondage. Et on vous pose la question, combien de réglementations, à votre avis, sont concernées par l'usage de l'IA? Jacques vient déjà de vous donner un indice en vous disant qu'il y en avait plein. On avait parlé du RGPD, mais il n'y a pas que ça. Mais à votre avis, combien de réglementations sont concernés par cet usage. D'ailleurs, justement, on est d'ailleurs très fort en Belgique et en Europe, Jacques, tu ne me contrediras pas, pour réglementer. C'est vraiment
quelque chose qu'on aime bien faire. Bah, il y avait une phrase célèbre d'Angela Merkel qui disait les Américains inventent, les Chinois copient, les Européens réglementent. Ce qui a un peu changé parce que maintenant les Chinois inventent aussi beaucoup eux-mêmes directement, donc ils sont presque. Il y a plus de brevets déposés aujourd'hui en Chine qu'aux États-Unis. Donc effectivement, je vois que dans les réponses, j'avais 93%. peut-être donné un peu la réponse avant, effectivement, mais ça devient absolument hallucinant. Et en fait, j'ai repris un slide d'un de mes collègues Alain Stroel de Saint-Louis. Et vous voyez en fait l'espèce d'arborescence de réglementation, et dont certaines vous concernent aussi, puisqu'en fait, tout ce qui est protection des données, mais la sécurité des données aussi, qui doivent être mis en place au sein des écoles pour les données des élèves, en tout cas pour celles qui sont sauvegardées en école, la propriété intellectuelle, l'accessibilité, etc. Et tout ça sont des réglementations qui s'appliquent et qui se cumulent quelque part. Et il y a même un acte de loi, on va l'appeler comme ça, qui est arrivé spécifiquement pour l'IA, parce que les technologies arrivent, on le disait en préparant ce webinaire, et puis après, la loi s'adapte. Il faut un peu de temps. Ah oui, toujours. Et ça fait quelques années que ça s'applique, et on le verra d'ailleurs. Donc, c'est ce fameux IA Act qui rentre tout doucement en application, et on le verra tout de suite, et qui encadre un peu les données. Alors, philosophiquement, il est contesté quand même par pas mal d'acteurs, parce que d'un côté, c'est vrai que la réglementation peut avoir du sens, mais d'un autre côté, c'est une réglementation qui a pour but essentiellement d'interdire. C'est-à-dire qu'en fait, elle commence à dire, ça on peut pas, ça on peut, mais il faut faire attention, ça on peut vraiment s'il faut, et puis bon. Donc, philosophiquement, c'est assez intéressant de voir la façon dont l'Europe a abordé ce genre de choses, avec des réflexions effectivement sur l'évolution de l'IA, et notamment sur, il y a une question tout à l'heure sur l'innovation. C'est clair que quand on interdit, les gens ils vont innover ailleurs. Donc, on risque effectivement d'avoir, une fois de plus, l'Europe un peu à la traîne. Alors, c'est une des premières questions qui a été posée par l'un ou l'une d'entre vous. C'est en fait comment le règlement européen concilie la promotion de l'innovation et la protection des droits fondamentaux. Et donc, les critiques, je vais commencer par là, c'est effectivement le fait que ça va limiter quelque part un certain nombre de choses. On a par exemple tout ce qui est le crédit social dont on parle beaucoup en Chine, ce qui permet de voir qui fait quoi, etc. Et si vous laissez tomber un papier en rue, vous aurez des points en moins, etc. D'un autre côté, il y a aussi cette fameux équilibre qu'on essaye de faire entre vie privée et sécurité, avec cette espèce de balancier permanent qui fait que plus il y a de risques, plus les citoyens sont, enclins à limiter un peu leur vie privée. Et quand il n'y a pas trop de terrorisme ou autre, finalement, on défend la vie privée. Donc, il y a toujours cet équilibre qui est un peu subtil à avoir. Et donc, c'est vrai qu'il y a des réflexions par rapport à ça. Et alors, la promotion de l'innovation, effectivement, ça peut poser problème du fait de ces restrictions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces réglementations dont je vous ai parlé rapidement commencent toujours par, en anglais, le without préjudice, ou en français, le sans préjudice. Ça veut dire que, globalement, toutes ces réglementations se cumulent et, en gros, démerdez-vous. Parce qu'il n'y a pas véritablement, au sein des réglementations européennes, de volonté de dire, oui, mais ça, c'est comme il faut tenir compte de. Non, non, c'est la vie privée, l'IA Act, le machin, et puis il y a des choses, des superpositions, des choses qui se rapprochent. Et voilà, il faudra se débrouiller. On n'est pas comme dans une lasagne institutionnelle. Ici, tout, c'est une grosse potée, finalement. Parce qu'en fait, c'est une bonne comparaison, parce que quand on regarde la lasagne institutionnelle belge, globalement, ça a été décidé par le même Parlement, donc il y a quand même une certaine logique. Ici, chacune des directions générales de la Commission européenne fait un peu son truc dans son coin. Et donc, parfois, il y a vraiment parfois des contradictions ou des difficultés d'application des réglementations, effectivement. Est-ce que ça ne déforce pas, justement, cette application, le fait que chacun y va de son petit grain de sel un petit peu, parce que l'utilisateur s'y perd aussi, quelque part? Mais déjà, même les professionnels s'y perdent. Donc, il ne faut pas demander pour l'utilisateur. Non, c'est vraiment, ça devient un peu compliqué, effectivement. On considère qu'il y a vraiment une espèce d'abus de réglementation. Donc, pour répondre à la question, effectivement, il y a des réglementations qui protègent les droits fondamentaux, comme le GDPR, comme la propriété intellectuelle, mais tout ça doit se concilier, et on a quand même assez souvent des questions qui vont jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne pour trancher un peu justement dans ces fameuses contradictions. Alors, on en arrive à quelque chose qui est... Il m'a bien fait rire, celui-là. Oui, qui est intéressant, c'est que il faut, au sein de chaque organisation et aussi au sein des écoles, réfléchir un peu à ce qu'on appelle la data governance, c'est-à-dire la gestion des données, ce qu'on en fait, comment on les sécurise, etc. Et j'aimais beaucoup ce dessin
qui disait, tiens, est-ce que vous avez de la data governance? Donc certains disent oui, certains disent non, et les trois quarts disent, mais de quoi on parle? Et ça n'est pas que dans les écoles, même dans les grandes organisations, il y a des réflexions là-dessus, mais on a aujourd'hui parfois des incompréhensions, ou alors on a les personnes qui s'occupent de l'IA, qui s'occupent de la vie privée, qui s'occupent d'autres choses, ne se parlent pas nécessairement. Donc il n'y a pas nécessairement encore de coordination, mais c'est un des grands sujets pour le moment au sein des grandes organisations, et notamment aussi de la Fédération Wallonie-Bruxelles, par exemple. Alors, au niveau du règlement IA, donc, où on en est, donc, il a été publié en juillet 2024. Il entre en vigueur en 2024, mais sa caractéristique, c'est qu'il rentre en vigueur par morceaux. Donc, on a au 2 février 2025 l'interdiction des systèmes d'IA à risque inacceptable, comme par exemple le crédit social. Et puis, on a effectivement le reste qui va apparaître au fur et à mesure en août 2025, et puis en août 2026 pour arriver en août 2027. Ce qui peut évidemment être un peu surprenant parce que qui aujourd'hui sait ce qui va se passer en août 2027, vu les évolutions tellement rapides de l'usage de l'IA. Et donc, certains considèrent qu'en fait, il est vraisemblable que l'IA Act pourrait être déjà très très vite dépassé par la réalité et avec des technologies ou des façons de faire qu'on n'a pas compris encore aujourd'hui, ou on n'a pas intégré aujourd'hui. Alors, il y a deux définitions, mais qui sont... Alors, les professionnels critiquent quand même pas mal le système. Sur le système d'IA, qui est donc un système qui est conçu pour fonctionner avec un certain niveau d'autonomie, c'est le propre de l'IA, avec une capacité d'adaptation en présence de déploiement, et qui déduit, avec des entrées, donc les prompts, la façon de répondre. OK. Et puis, il y a les modèles d'usage général, qui, eux, sont quelque part destinés à rentrer, à développer des systèmes d'IA par la suite, donc avec une variété de systèmes, d'applications, etc. Et les conséquences des usages peuvent être différentes. Et donc, j'y reviendrai tout de suite, il faut vraiment se poser la question de savoir quel type d'usage on utilise pour savoir quelle réglementation va s'appliquer. Alors, les différents acteurs visés par l'IA Act, il y a le distributeur, donc celui qui va distribuer le système d'IA sur le marché. L'importateur, c'est effectivement importation si ça vient de l'extérieur de l'Union européenne. Le fournisseur, c'est celui qui va le développer. Et alors, le déployeur, et là, vous verrez qu'on l'est très, très vite. Puisqu'en fait, à partir du moment où on va utiliser un chatbot, on va le paramétrer par rapport à une application, on devient un déployeur. Ce qui veut dire qu'il y a toute une série de réglementations qui s'appliquent. Et puis, les mandataires, mais ça vous concerne moins, mais c'était pour être complet. Et on a justement une question sur ces fameux déployeurs. Est-ce qu'une école peut-elle être considérée comme un déployeur d'IA? Alors, on a 3 choix de réponse, oui, non ou je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de mal à dire qu'on ne sait pas, bien évidemment. Vous êtes bien calme aujourd'hui, donc si vous avez des questions, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à les mettre dans la partie questions. On est là pour y répondre également. Mais donc, à cette question plutôt, une école peut-elle être considérée comme un employeur d'IA? On a pour l'instant 61% de oui, 32% de je ne sais pas et une petite marge de non. Est-ce que la réponse en majorité est la bonne, Jacques? La réponse est la bonne et effectivement, ça veut dire qu'il y aura un certain nombre de formalités, de choses à mettre en place, etc. Et donc, il faut faire attention, d'où ça sera aussi un peu le rôle, me semble-t-il, des référents IA, ça va être justement d'identifier ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, vers quoi on peut aller et quelles sont les démarches à accomplir. Et donc, si on reprend par exemple le fournisseur d'IA, donc c'est une personne physique qui va développer un système d'IA, qui le met sur le marché et sous le nom de l'opérateur. Donc, vous avez par exemple tous les chatbots de OpenAI, par exemple, ou de Copilot, par exemple. Et alors, vous avez le déployeur. Donc, c'est une personne ou une entité qui va utiliser un système d'IA dans le cadre de ses activités. L'exception, c'est les activités personnelles. Donc, quand vous utilisez ChatGPT pour vous tout seul, ça n'est pas un déployeur, mais n'oubliez pas que si vous l'utilisez tout seul sans le dire à l'école, mais pour gérer des choses de l'école, c'est quand même l'école qui est responsable. C'est la question un peu de Benoît. Il dit, si ce sont les enseignants qui utilisent l'IA, la direction en est-elle responsable pour son établissement? Alors, si les enseignants l'utilisent
pour l'école, c'est-à-dire dans le cadre des travaux avec les élèves, etc., c'est effectivement l'école qui est responsable. Et c'est pour ça que moi, j'insiste toujours beaucoup sur le fait qu'il y a un accompagnement nécessaire des enseignants pour leur rappeler. Et c'est la même chose en matière de RGPD. Si un professeur se met à utiliser les données d'élèves pour en faire des tableaux Excel, etc., c'est dans le cadre de son activité et c'est l'école qui est effectivement responsable. Ouais, bah, comme tu dis, il faut vraiment un accompagnement aussi, et d'où le but de ce parcours référent également. Tout à fait. Et donc, vous voyez que le déployeur, on y est relativement vite, puisqu'en fait, le déployeur n'apporte pas de modification substantielle, il ne modifie pas, il va simplement utiliser quelque chose, mais il va le déployer dans une école, par exemple. Et donc, dans ce cadre-là, il y aura des démarches à faire, et notamment, dès le 2 février 2025, il faudra garantir un niveau suffisant de maîtrise de l'IA pour le personnel et les autres personnes s'occupant de l'utilisation du système. Donc, c'est l'obligation de moyens, mais ça dit qu'il faudra quand même faire quelque chose. Et ce qui est très important dans les nouvelles réglementations, c'est que non seulement il faut faire quelque chose, mais il faut être capable de le montrer. C'est-à-dire qu'il faudra des formations. Et donc, au sein des écoles, par exemple, il y a les référents IA mettent en place des formations, des accompagnements. Et je vous conseille de garder les traces, les échanges de mails, des listes de présence, enfin, ce genre de choses, pour montrer qu'effectivement, ça a été fait, puisque vous pourriez risquer éventuellement un contrôle ou un problème, puisqu'on va avoir une autorité belge qui va s'occuper de l'IA, dont on ne sait pas encore aujourd'hui, tenant compte qu'on n'a pas encore vraiment de gouvernement, comme vous savez, quelle va être cette autorité, mais ça commence à devoir être négocié. Et donc, il y aura une autorité qui va être en charge de contrôler ce genre de choses et à qui il faudra éventuellement rendre des comptes. Et comme à chaque fois, il y aura des exceptions justement à tout cela. Il y a des exceptions, mais il ne faut pas oublier non plus parce que je ne vais pas trop insister, mais qu'il y a des sanctions qui sont assez lourdes. Alors, on verra si les sanctions sont appliquées, parce qu'en matière de RGPD, c'est encore assez calme pour le moment, en Belgique en tout cas, mais voilà. Alors, il y a des exceptions. Sécurité nationale, ça ne vous concerne pas trop. Recherche et développement dans les nouveaux modèles d'IA non plus. Par contre, recherche scientifique, éventuellement, ça pourrait être utilisé, mais il faut voir vraiment, on est vraiment dans un cadre de recherche scientifique très spécifique, avec vraiment un objectif de recherche. Donc, ce n'est pas utiliser ChatGPT pour faire un petit truc à l'école, mais c'est vraiment de la recherche au sens-là. Usage personnel, donc, on a déjà parlé, si vous utilisez, vous en tant qu'enseignant, l'IA dans le cadre de votre activité professionnelle, parce que, je ne sais pas, vous demandez des trucs à ChatGPT parce que vous cherchez la meilleure recette de la raclette, là, évidemment, ça ne s'applique pas. Mais dès que vous allez faire des choses dans le cadre de votre enseignement, dans le cadre de vos cours, si vous êtes professeur de physique et vous utilisez ChatGPT dans ce cadre-là et pour l'utiliser pour l'école, oui. Et alors, on a des licences libres qui, elles, ont effectivement une caractéristique un peu particulière, on ne va pas trop rentrer là-dedans, mais qui permettent effectivement d'être utilisées de façon plus souple. Et notamment, par exemple, on en parlait ce matin, d'ailleurs dans l'autre webinaire, Facebook, par exemple, enfin Meta, met en place maintenant un système d'IA qui sera en open source et qui permettra effectivement de faire des choses. Donc là, on a une certaine souplesse par rapport à ça, mais il faudra effectivement vérifier dans quel cadre on se trouve. Alors, je vais parler des niveaux de risque. Il y en a 4 en fait, essentiellement, enfin presque 5. Le premier, c'est ce qui est interdit. Donc, je vous l'ai dit, le crédit social était les techniques subliminales causant un préjudice important, c'est-à-dire qu'en fait, on va nous manipuler pour essayer de nous faire passer des choses. Élargissement des bases de données de connaissances faciales pour essayer de reconnaître des choses. Alors, c'est intéressant parce que c'est interdit et en même temps, ça a été utilisé aux Jeux Olympiques de Paris. Donc, où d'ailleurs, la France a dit, puisque ça a bien marché aux Jeux Olympiques, on va continuer. Donc, on sent déjà quand même certaines réflexions. Alors, il y a les risques un peu moins importants, reconnaissance faciale, l'éducation en fait partie. Donc, il faut, là, si on a des risques élevés, notamment en termes de manipulation de données, etc., pour des élèves, mais là, il faudra demander un certain nombre d'autorisations. Mais ça sera pour 2025-2026. On a les IA à usage général. Donc là, pas nécessairement, mais il faut quand même faire attention, il faut réglementer, il faut suivre un peu. Des risques limités parce que, trucage d'images vidéo, fake news, etc. Bon, c'est pas trop grave, mais enfin, bon. Et puis, il y a les IA utilisées, par exemple, dans des jeux vidéo, où là, il ne faudra pas demander d'autorisation spécifique.
Et vous voyez, quand je disais tout à l'heure que la philosophie, c'est vraiment basé sur l'interdiction, donc on interdit un peu, beaucoup, tendrement, passionnément. Voilà. Est-ce que philosophiquement, c'est une bonne idée d'aller par là? On peut en tout cas se poser la question. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut avoir une certaine maîtrise de l'IA. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle ce type de formation de référents IA, notamment, ont lieu et un peu partout. C'est que il faudra démontrer que les personnels concernés ont une certaine maîtrise de l'IA. Et donc, les fournisseurs et déployeurs, et comme on a vu, l'école peut être un déployeur, doivent prendre des mesures pour garantir un niveau suffisant de maîtrise de l'IA pour leur personnel et les autres personnes s'occupant du fonctionnement et de l'utilisation des systèmes d'IA. Donc, ça veut dire qu'il y a une responsabilité. Et comme je vous disais, c'est assez classique dans les nouvelles réglementations européennes, la conformité doit être démontrée. C'est-à-dire que non seulement il faut le faire, mais il faudra garder des preuves pour montrer qu'on l'a fait, quelque part. Et alors, tu as ton petit cadeau, on va dire, de Saint-Nicolas. C'est un peu une petite to-do list, finalement. Hein, d'où commencer, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, justement, pour essayer de se mettre en conformité vis-à-vis de ce fameux IA Act. C'est une liste de conformité qui a été mise en place par un cabinet d'avocats que je me suis permis de reprendre en les citant, qui reprend vraiment, je trouve, de façon intéressante. D'abord, dresser l'inventaire, c'est qu'est-ce qu'on utilise. Et alors, ce qui est très important, évidemment, c'est on l'utilise en informatique, l'expression de shadow IT ou d'informatique fantôme, c'est-à-dire ce sont les collaborateurs ou les enseignants qui font des trucs dans leur coin et qui n'en parlent à personne. Donc, c'est intéressant d'identifier, parce qu'il y a des risques qui peuvent arriver. Donc, il n'y a pas de honte à tester l'une ou l'autre IA. Et on parlait notamment des chatbots personnels. On peut se créer des petits chatbots pour vous aider à quelque chose. Donc, il faut identifier ce qu'il y a, demander aux enseignants ce qu'ils utilisent, les classer pour voir où ils se trouvent dans les catégories d'IA, qu'est-ce qu'on a comme rôle par rapport à ça, quelles sont les obligations. Il peut y en avoir certaines pour lesquelles il y a vraiment des déclarations à faire auprès des autorités. Regardez les chevauchements réglementaires, parce que si vous faites un système d'IA dans lequel vous allez intégrer des données personnelles des élèves, vous allez devoir appliquer le RGPD et l'IA Act. Donc, il faut regarder un peu ce qui se passe. Dresser un inventaire de la documentation, parce que comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, non seulement il faut faire les choses, mais il faut les documenter, c'est-à-dire qu'on doit avoir sous la main la documentation démontrant qu'on a fait tout ça. Regardez les ressources internes, éventuellement les besoins de ressources supplémentaires si vous avez besoin d'un expert dans certains cas, vous essayez de l'identifier, éventuellement de le mutualiser entre les écoles. Préparez une feuille de route, répartissez les responsabilités. Très important de suivre l'évolution de la réglementation parce que déjà, rien que l'IA Act va jusqu'en 2027, mais on sait très bien qu'il va y avoir d'autres réglementations qui vont arriver. Et donc, il y a vraiment une nécessité de suivre tout ça. Et alors, on a ce qu'on appelle les bacs à sable réglementaires de consultation publique. Bac à sable réglementaire. En fait, c'est quand vous testez, vous pouvez collaborer avec la future autorité de l'IA pour dire, voilà, on est en train de tester un truc, on veut mettre les données des élèves là pour en faire quelque chose et créer un chatbot qui, etc. Eh bien, ces autorités de protection des données ou l'autorité de suivi de l'IA peut vous aider. Et le bac à sable, c'est-à-dire qu'on peut jouer, on peut tester des trucs et vous dire, non, ça on peut pas faire, ça on peut faire. Et c'est clair que c'est intéressant. C'est encadré d'une certaine manière. C'est encadré. Pourquoi? Et on y reviendra dans quelques minutes. C'est que structurellement, l'IA a quand même quelques problèmes réglementaires. Et donc, on ne pourra pas l'interdire, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que les autorités disent, écoutez, on va vous accompagner pour que ça soit le moins pire possible et que ça soit le plus réglementé possible. Donc voilà déjà pour la partie cadre juridique, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Maintenant, on va aborder le fameux point de la limite d'âge. C'est une question qu'on a reçue en amont. Donc je vais publier un petit sondage et on va vous le mettre en grand à l'écran aussi. À votre avis, à partir de quel âge un enfant peut-il utiliser de l'IA en classe? Je vous mets ici à l'écran. Donc est-ce que c'est 7 ans 13 ans, 16 ans ou 18 ans, dites-le nous dans le chat. Pareil, on le disait, Jacques, en préparant ce webinaire, que difficile de trouver une réponse pour répondre à cette question. Il n'y a pas énormément de textes qui en parlent, mais tu as quand même trouvé des choses qui nous informent, en tout cas à ce sujet. Et je vois d'ailleurs que 50% de notre audience nous parle de 13 ans, 20% nous disent 16 ans.
ensuite vient 18 ans, 7 ans, on n'arrive qu'en dernière position. Eh bien, je pense qu'on est raccord avec les textes Mais que tu oui, nous je as trouve que trouvés. nos participants sont déjà pas mal au courant. Effectivement, jusqu'à présent, ils ne se trompent pas. En tout cas, dans la majorité. Alors, effectivement, il n'y a pas une règle disant l'IA est accessible à partir de. Alors, il y a deux éléments qui vont dans le sens de la limite de 13 ans, c'est-à-dire qu'en dessous de 13 ans, on ne pourrait pas l'utiliser en classe. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas préparer vos cours éventuellement avec une IA. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire travailler les enfants avec des IA. Et donc, il y a un guide de l'UNESCO qui propose effectivement la limite d'âge de 13 ans pour l'utilisation des outils en salle de classe et l'autorité de protection des données qui évoque aussi cette limite de 13 ans pour la pratique numérique, c'est-à-dire que pour l'usage d'outils numériques. Dans le RGPD, il y avait aussi une possibilité qui était laissée aux États membres entre 13 et 16 ans. La Belgique a choisi 13 ans, comme la majorité des États européens. Donc, c'est une référence, mais ça n'est pas vraiment un article de loi qui dit l'IA est à partir de 13 ans. Ce sont des références et je trouve qu'elles ont du sens et c'est pour ça que je vous les propose. Voilà, et maintenant, je pense que ça va être aussi un gros point, celui de la question de la propriété intellectuelle, parce que finalement, et on aura une question à ce niveau-là tout à l'heure, c'est qui fait quoi dans cette IA, enfin, et de quoi elle se nourrit, est-ce que c'est protégé, est-ce qu'elle cite ses sources, enfin, ça pose énormément de questions, cette fameuse propriété intellectuelle. C'est clair. Et c'est amusant parce que ça me rappelle il y a quelques années, quand en fait on se posait des questions du respect du droit d'auteur par des plateformes comme YouTube ou Spotify ou autres, et où en fait exactement les mêmes questions, les mêmes problèmes se posent maintenant. C'est-à-dire qu'en fait ce qu'on appelle les ayants droit, donc les personnes, les compositeurs, les scénaristes, les auteurs, les journalistes, ont effectivement des droits d'auteur ou même ce qu'on appelle des droits voisins, qui sont les droits un peu à côté du droit d'auteur et qui voient quelque part que l'IA va se nourrir de leur contenu sans qu'ils n'en reçoivent de rémunération, ce qui pose évidemment certains problèmes. Et Yann LeCun, qui est qui a eu le prix Turing, qui est un peu l'équivalent du prix Nobel pour l'intelligence artificielle, et qui est en fait la personne qui est en charge de l'IA chez Meta, donc le groupe Facebook. Et pour lui, c'est très clair, il dit si en fait on considère que l'IA pose problème par rapport au copyright, eh bien, voilà, ça marche pas. Et c'est intéressant parce que les utilisateurs, assez souvent, et Google l'a fait beaucoup aussi par rapport à la propriété intellectuelle, ils ont souvent tendance à dire, en gros, nous, on avance technologiquement, donc la loi n'a qu'à s'adapter. Bon. Et effectivement, il y a une phrase célèbre qui dit que quand la technologie avance, le droit suit, et que le droit n'empêche jamais la technologie quelque part. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir des évolutions, et déjà, il y a aujourd'hui certains accords qui sont en train de se mettre en place, et notamment dans le domaine de la presse. Alors, on a constaté, par exemple, que OpenAI, donc la maison mère de ChatGPT, signe des accords avec les grands journaux, mais ils ont décidé d'avoir un accord avec un journal par pays. Donc, c'est Le Monde en France, c'est Die Welt en Allemagne. Ce qui, je dirais, ça pose une question de biais aussi, etc. Ce qui pose des questions aussi en termes de diversité de l'information, parce que en France, vous avez, je sais pas moi, Valeurs actuelles à droite et l'Humanité à gauche. Ils prennent Le Monde qui est au milieu. Voilà, est-ce qu'on a encore accès à une information plurielle? C'est une question philosophique qu'on peut se poser. Alors, est-ce que ChatGPT lui-même et les IA sont des plagiaires? Mais d'un point de vue formel, en application de la propriété intellectuelle, oui, puisqu'en fait, j'avais écrit une tribune dans Le Soir il y a quelques temps là-dessus, en disant ChatGPT, si jeune est déjà hors la loi, parce qu'en fait, évidemment que ChatGPT et toutes les IA se nourrissent de contenus qui sont sur Internet et sans avoir vraiment demandé l'autorisation. Donc, clairement, on est dans du plagiat. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs procès, dont certains sont encore en cours, entre des détenteurs de droits et OpenAI et d'autres sociétés, en disant vous utilisez quelque part nos contenus sans autorisation. Et on a d'ailleurs un petit exemple pour vous en termes de plagiat. Je vais vous publier le sondage. À votre avis, si un élève produit un travail, mais produit à 100% par une IA, c'est un plagiat s'il ne le dit pas.
c'est autorisé, mais il doit le dire, ou ce n'est pas autorisé car il n'a rien fait. Dites-nous un petit peu dans l'onglet sondage, quelle est votre interprétation de cela. On va voir que c'est pas si facile que cela. Hein. Il y a encore vraiment. D'ailleurs, les chiffres sont. Ah, les chiffres sont plus épars que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, on avait vraiment des gros blocs. Ici, ça commence à se dégager hein, avec c'est autorisé, mais il doit le dire à pratiquement 60% d'entre vous. 25% nous disent c'est un plagiat s'il ne le dit pas. Et on nous dit ce n'est pas autorisé car il n'a rien fait à 17%. Alors c'est clair que d'un point de vue pratique, c'est vrai qu'il n'a rien fait, puisqu'il a juste demandé à ChatGPT qu'il fasse un truc. Donc voilà, ça dépend évidemment du système d'évaluation que vous voulez mettre en place. Ce qui est amusant d'un point de vue juridique, c'est que est-ce que copier 100% de ChatGPT, c'est un plagiat? Mais pas vraiment, puisqu'en fait, ChatGPT n'est pas un auteur. En fait, 2 mots sur la propriété intellectuelle. Pour que quelque chose soit protégé par la propriété intellectuelle en Belgique, enfin globalement en Europe, il faut 2 éléments. Le premier élément, c'est que ça doit être concrétisé, c'est-à-dire qu'une idée n'est pas protégeable. Et c'est assez logique parce que, bien entendu, sinon, par exemple, j'aurais sûrement eu l'idée de Harry Potter avant J.K. Rowling, bien entendu. Donc, si on ne parvient pas à démontrer quelque part qu'on a une idée et qu'elle est formalisée quelque part, ça n'est pas protégeable. Et la deuxième chose, c'est que ça doit être original. Et l'originalité est une nuance assez variable. En gros, c'est les cours et tribunaux qui décident quand quelque chose est original ou pas. Et il y avait un très bel article d'Alain Stroel là-dessus il y a quelques années qui disait l'originalité est un concept à usage variable parce que voilà, parfois les tribunaux considèrent que telle chose est originale et telle chose pas originale et on ne comprend pas très bien parce que c'est 2 tribunaux différents, il n'y a pas toujours une certaine logique. Donc l'originalité, en France, on appelle ça l'empreinte de la créativité de l'auteur. Donc on retrouve, si vous voyez par exemple un tableau de Gauguin, on le retrouve, on voit, même si c'est un tableau que vous n'avez jamais vu, vous dites tiens, ça pourrait être un Gauguin parce que en musique, certains auteurs, vous dites tiens, oui, voilà, la dernière chanson de Stromae, on reconnaît, il y a un style quelque part. Donc c'est un peu ça le côté originalité. Alors c'est clair que par rapport à ChatGPT, on ne trouve évidemment pas cet élément. Alors, les questions qui se posent, c'est qui est propriétaire du contenu? Parce que, voilà, il se nourrit quelque part de choses qui sont déjà sur Internet qu'il a été prendre. Est-ce qu'il y a une protection par le droit d'auteur? Aujourd'hui, non. Il y a plusieurs arrêts, plusieurs décisions, notamment aux États-Unis, là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une personne qui a voulu avoir un brevet pour la création d'une IA qui crée des images. Et donc, il a voulu faire breveter ça pour vendre des images. Et là, le juge, le tribunal, le bureau des brevets a refusé le brevet. Il a été en justice et le juge a considéré que non, puisque c'était complètement une IA, ça ne pouvait pas être un auteur, donc ce n'était pas protégé. Par contre, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une œuvre complètement faite par une IA qui a été vendue pour $200 000 à New York. Donc, ça veut dire, même s'il n'y a pas d'auteur, il y a quand même des gens qui vont l'acheter. Donc, voilà, on est de nouveau un peu entre les deux. Et qui est responsable? Et je vous dis, il y a déjà quelques procès en cours entre des détenteurs de droits, notamment des éditeurs ou des journaux par rapport à ça. Et tu as fait l'exercice de justement lui poser la question. Alors, je me suis évidemment amusé à poser la question à ChatGPT en disant, voilà, je suis spécialiste de la propriété intellectuelle, je me demande qui est l'auteur de tes textes et s'ils sont protégés. Alors, c'est amusant parce qu'il raconte un peu n'importe quoi. Donc, il dit, je suis une intelligence artificielle développée et donc mes textes sont générés par un système de traitement automatique. Comme je suis un problème informatique, il n'y a pas d'auteur. Cependant, mes textes sont protégés par le droit d'auteur. Alors, ça n'a aucun sens puisque s'il n'y a pas de propriété, il ne peut pas être un auteur. Et donc, OpenAI détient les droits d'auteur sur mes textes. OK, pourquoi pas? Ouais. Et ils ont pris des mesures pour protéger ces droits en utilisant des licences et des contrats. Alors, c'est vrai que si vous lisez, ce que vous avez sûrement fait, les conditions générales d'utilisation de OpenAI, il y a des trucs là-dessus, mais qui sont un peu assez flous. Donc, toute utilisation non autorisée de mes textes constituerait une violation de droit d'auteur. Donc, ça veut dire que pour revenir à la question qu'on a posée il y a 2 minutes sur l'élève qu'il ferait, eh bien là, ChatGPT considère que c'est un plagiat. Et donc, voilà, il dit il est important de souligner que le droit d'auteur s'applique aux textes générés par une IA. Les propriétaires d'IA peuvent protéger leur création et les utilisateurs doivent respecter les règles des textes, etc. Donc, on est vraiment dans un truc un peu, ce qu'on appelle les hallucinations, où ChatGPT raconte un peu n'importe quoi. D'ailleurs, depuis, sa réponse a un peu évolué. Et donc, clairement, c'est un robot. Alors, bien entendu,
cette intelligence artificielle se base sur des textes, donc les morceaux de texte qu'on va peut-être retrouver, mais néanmoins, ça n'est pas un auteur au sens strict quelque part. Mais voilà, on est dans quelque chose qui est en train de bouger. Alors, c'est marrant de voir comment il se contredit aussi, la manière justement dans ses réponses. Toujours être attentif à ça, bien évidemment. J'aurais tendance à dire, pour l'humaniser un peu, c'est qu'on sent qu'il n'est pas à l'aise quelque part par rapport à cette question. Et alors, on a notamment des médias maintenant qui commencent à essayer de bloquer les crawlers, c'est-à-dire en fait les aspirateurs de contenu, justement pour empêcher de le faire. Alors, il y a des problèmes techniques justement pour vraiment l'empêcher parce que très souvent, tout ce qui est no-crawl, c'est un indicateur. Vous ne pouvez pas, mais il y en a qui le font quand même. Et notamment, Google s'est fait condamner récemment pour avoir aspiré des contenus alors qu'il ne pouvait pas le faire, notamment les contenus de TF1 en France. Alors ici, on reprend aussi une question que vous avez posée. Il semblerait que l'IA ne soit pas un auteur et à partir de quand la production d'un étudiant était la sienne? Effectivement, donc l'IA n'est pas un auteur et donc, je dirais, ça va dépendre de vos critères d'évaluation. Par exemple, dans les cours que je donne en master, je leur demande d'utiliser les IA, mais quelque part de la critiquer. Donc, quelque part, il y a une partie du travail qui est la recopie, quelque part, de l'IA qu'ils ont utilisé, que ce soit GPT, Perplexity ou une autre. Et puis, je demande une critique donc, ça fait partie du travail, quelque part. Le problème qui peut se poser, c'est de dire, mais finalement, ils l'ont utilisé, pourquoi? Et donc, dans la question, quand est-ce que c'est la sienne? Alors, si c'est demander à une IA de vérifier l'orthographe, à la limite, ça peut être acceptable. Sauf si c'est éventuellement un cours de français dans lequel vous diriez non, moi, je voudrais que ce soit vraiment l'élève qui les rédige. Donc, ne pas citer l'utilisation pour la reformulation, ça, c'est quelque chose sur lequel on est relativement d'accord, en tout cas au niveau universitaire, que, oui, c'est un outil. Simplement, on demande de le préciser. Il y a un certain nombre de cas dans lesquels il y a une espèce de checklist dans lequel on demande à l'étudiant, vous l'avez utilisé, pourquoi, etc. Et il coche, un lecteur orthographique, voilà, c'est bien. Il y a d'ailleurs, on propose d'ailleurs souvent aux étudiants des logiciels qui leur permettent, notamment pour les mémoires, de reformuler au cas où il y a des erreurs grammaticales ou autres. Maintenant, ça dépend évidemment de vos évolutions, de vos évaluations plutôt. Et qu'est-ce que vous voulez évaluer dans le cas de... Alors, ce qui est important, évidemment, c'est de se dire, de toute façon, si ce sont des travaux à la maison, ils vont évidemment l'utiliser. Donc, il y a aussi parfois une nécessité d'adaptation des critères, et notamment, pour rester sur le cas des mémoires, on réfléchit pour le moment à éventuellement pondérer la partie orale de la défense du mémoire de façon plus importante que l'écrit, sachant que l'écrit, il y aura probablement une aide de l'IA, tandis qu'à l'oral, là, il est vraiment tout seul. Donc là, on pourra peut-être évoluer. Donc il y a vraiment, dans toutes les réflexions qu'on a eues sur l'usage de l'IA, c'est vraiment aussi, et ça, vous l'avez eu dans vos webinaires précédents, c'est aussi une réflexion sur les critères d'évaluation, sur les exigences des enseignants par rapport à ça. Et donc, je vous ai mis quand même un exemple intéressant, c'est Aïda qui est un peintre robot, dont les œuvres d'ailleurs se vendent, alors que c'est quelque part un robot complètement non humain, quelque part. Donc voilà qui clôture ce petit chapitre sur la propriété intellectuelle. Et justement, une question de Denis, et j'allais te la poser cette question. Tu parlais justement tout à l'heure de Stromae, dont on parlait de l'originalité. L'effet rebond, finalement, il explique du critère originalité de la propriété intellectuelle. Si une production IA utilise une reprise donc dans un autre style d'un morceau de Stromae, pour reprendre l'exemple, donc quelque chose qui est en partie original. On a vu, je me souviens, au tout début de l'IA aussi, qu'il y avait des groupes, par exemple, Oasis s'est reformé depuis, mais il y avait AISIS qui était qu'un nouvel album finalement complètement fictif d'Oasis. Où est l'originalité là-dedans finalement? Comment est-ce qu'on peut approprier intellectuellement cela? Alors c'est assez complexe et ça existait déjà avant l'IA, c'était tout le problème des plagiats en matière musicale. Alors, pour qu'il y ait plagiat en matière musicale, et c'est des souvenirs de mes 5 ans passés à la SABEM, en fait, on doit regarder effectivement, d'abord, si il y a vraiment quelque part une copie, donc on regarde comment l'œuvre a été créée, déjà, et d'autre part, voir s'il n'y a pas ce qu'on appelle des similitudes, c'est-à-dire est-ce que
dans cette fameuse reprise de Stromae, mais celui qui l'a fait dit oui, non, bah, il y a un morceau de Stromae, mais il y a aussi 25 autres, etc. Donc, ça n'a rien d'original, puisqu'il y a déjà plein de gens qui ont fait ça. Donc, c'est vraiment des choses qui sont complexes, et les procès en plagiat en matière musicale nécessitent des experts qui vont analyser quelque part les musiques de chaque auteur pour voir si effectivement il y a le fait. Et alors, quand il y a une partie qui est vraiment considérée comme extraite quelque part d'une chanson existante, eh bien, les droits d'auteur sont répartis en proportion, et donc le morceau de la chanson existante recevrait aussi une partie des droits d'auteur, par exemple, aussi. Question de Sophie, et c'est vrai qu'elle mérite d'être posée. Est-ce que l'on ne peut pas considérer que la création est dans la formulation du prompt et pas dans l'œuvre réalisée par l'IA? Donc l'auteur serait le créateur du prompt. C'est vrai, c'est moi qui, par ma requête, par mon prompt, ai permis qu'il génère ça. On peut jouer sur ce point-là aussi. Alors, il y a une décision d'un juge américain qui est assez intéressante. Il y a eu beaucoup plus de procès aux États-Unis parce que, comme vous savez, il suffit de regarder Netflix pour s'en rendre compte, aux États-Unis, quand on gagne un procès, on donne beaucoup plus d'argent qu'en Belgique. En Belgique, quand on fait un procès, on gagne 3 euros ou un euro symbolique. Donc, effectivement, ça. Et en plus, on doit payer les frais d'avocat. Donc, il y a beaucoup plus de procès aux États-Unis. Et il y en a eu un qui était intéressant dans lequel, dans le cadre justement de l'utilisation de l'IA. Et le juge a dit, mais en fait, la question, c'est jusqu'à quel point l'IA est un outil. Et l'exemple que le juge donnait était assez intéressant. Il dit, mais par exemple, un photographe a un appareil photographique. Mais effectivement, aujourd'hui, la photo est considérée comme une œuvre protégée quand elle est originale. Et donc, parce que le photographe a choisi son angle de vue, la façon de faire, etc. Un peintre va utiliser des pinceaux, qui sont des outils. Ce n'est pas les pinceaux tout seuls qui font le tableau. Et donc, on va regarder quelle est la part de créativité, quelque part, par rapport je dirais, à la fin, à l'œuvre finale. Ouais. Si par exemple, je vais utiliser Dali ou Canva pour créer une image, mais probablement que si mon prompt est extrêmement précis et que j'arrive à créer quelque chose de vraiment original du fait de la façon dont je l'ai fait, il est probable que ce sera plus protégé que si je demande à Dali, fais-moi une photo, amène-moi une image de tomate. Où là, probablement que ça aura moins d'originalité. Mais il n'y a pas vraiment de vérité absolue, donc ça va dépendre quelque part. Et je suis certain qu'il y aura dans un certain nombre de procès là-dessus, donc on va avoir une jurisprudence qui va évoluer à ce niveau-là. Mais l'idée, c'est vraiment la créativité, et la loi française est plus claire que la loi belge à ce niveau-là, c'est l'apport créatif de l'auteur. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a dans votre cerveau et de montrer qu'en fait, c'est vraiment vous qui avez utilisé un outil pour faire quelque chose. C'est votre plus-value qui a permis de créer ça. Tout à fait. Question de Catherine, est-ce qu'il y a des règles spécifiques pour mentionner la source qu'on a utilisée pour créer un support avec l'IA, justement? On a toutes les normes de citation classiques. Dans les normes APA, maintenant, il y a des éléments par rapport à ça. Ce qu'on recommande, c'est de citer effectivement l'IA comme une source comme une autre, quelque part, quand c'est le cas. Et quand on a vraiment... et ça n'a pas fait du sens dans certains travaux, de dire, voilà, on a travaillé avec l'IA pour demander un certain nombre de choses, on a regardé, on a analysé. Donc, ça peut être intéressant, mais je dirais la règle assez classique, c'est de dire, voilà, tel chapitre, tel paragraphe vient d'une requête que j'ai fait à l'IA, etc. Et pour moi, ça n'est pas impensable, et on voit dans les mémoires dans lesquelles il y a effectivement de temps en temps des paragraphes qui sont cités comme pourrait l'être une interview d'une personne ou d'un expert, par exemple. Donc, pour clôturer ce chapitre sur l'IA et la propriété intellectuelle, Sophie nous dit, mais donc, est-ce qu'on a répondu au dernier sondage? La question, c'était, donc, je vais la reprendre, si un élève produit un travail, mais qui est produit 100% par une IA, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est autorisé, mais il ne faut pas le dire? De toute façon, je crois que si vous constatez, alors là, on a le problème de la technologie aussi, c'est qu'on n'a pas vraiment des logiciels extrêmement sûrs à 100% qui vont identifier si on est vraiment dans une production 100% IA ou pas. Mais si vous parvenez, parce que je sais pas, l'élève l'avoue, par exemple, là, effectivement, vous pouvez, mais ça va dépendre de nouveau de vos critères d'évaluation. Est-ce que vous l'interdisez, auquel cas, si vous l'interdisez, vous devrez prendre une sanction en disant, voilà, nous estimons que ça ne correspond pas aux normes. Mais ça, pour moi, il y a vraiment un élément important du côté des critères d'évaluation qu'on va mettre en place pour... Désolé, j'ai un petit problème de lentille. Pas de souci, je prends
prend son temps. Une poussière. Poussière. Je sais ce que c'est, même si je ne les ai pas aujourd'hui. Et donc si votre évaluation, enfin si vos critères d'évaluation, c'est voilà, je veux un truc dans lequel vous n'utilisez pas là, et puis vous vous rendez compte que, ben là, effectivement, ça pose problème. Donc, on a la tendance, en tout cas au niveau supérieur pour le moment, c'est de dire, ben voilà, si vous l'utilisez, vous le dites. Voilà. Et c'est pas interdit. On n'interdit pas non plus aux étudiants d'utiliser le dictionnaire ou d'aller dans la bibliothèque. Donc voilà, c'est un outil existant. Donc voilà. Et bien voilà qui clôture ce chapitre sur la propriété intellectuelle. Maintenant, Jacques, je vais te demander de mettre ta casquette, celle qui est peut-être la plus usée, celle que tu mets le plus, concernant la vie privée. Et on va voir que est-ce que finalement ce sont deux mondes qui peuvent se concilier, le fameux RGPD et l'IA. Alors, c'est une question intéressante, et j'ai repris un truc en préparant ce webinaire. En fait, c'était les questions auxquelles j'étais censé répondre dans une conférence que j'ai donnée il n'y a pas tellement longtemps, où il y avait toute une série de questions sur quelles sont les mesures de sécurité pour protéger les données dans les algorithmes, comment analyser, accompagner les responsables de traitement pour sécuriser les données à caractère personnel dans l'IA. Mais c'est des questions qu'on se pose pour le moment et pour lesquelles on n'a malheureusement pas encore toutes les réponses. Alors, je vais peut-être juste faire un résumé rapide des obligations en matière de RGPD dans les écoles, basé sur un slide de Daniel Solov, qui est un avocat américain qui a réussi ce challenge à mettre tout le GDPR en un slide, ce qui est quand même pas inintéressant. Et donc, rappeler quand même quelques petites choses. Rappeler que, en fait, l'école est responsable, ou le pouvoir organisateur est responsable de traitement, c'est-à-dire responsable de tous les traitements de données qui sont mis en place. Je dirais dans le cadre coordonné, c'est-à-dire que si un enseignant décide de faire un truc tout seul et que n'en parler à personne et se sert de ces données, ben, il est dans le cadre de l'éducation et de l'enseignement. Mais par exemple, si un enseignant va utiliser les données pour faire autre chose, et on a eu un cas il n'y a pas tellement longtemps d'un enseignant qui avait utilisé des listes d'adresses des parents de l'école pour organiser une soirée au Rotary. Bon, ben là, clairement, ce n'est pas la responsabilité de l'école, puisque l'enseignant a, quelque part, je dirais presque volé les données pour en faire autre chose. Outrepassé. Ouais. Alors, faites attention aux données sensibles aussi, et en particulier quand vous utilisez l'IA. N'oubliez pas, enfin, vous le savez sans doute maintenant, que quand vous posez des questions à l'IA, dans la plupart des cas, l'IA va garder la question et la réponse. Alors, il y a effectivement des exceptions, comme Copilot, qui, dans les versions payantes publiques, dit que... Enfin, quand je dis que, c'est parce que les GAFA ont quand même beaucoup menti, donc je suis devenu relativement prudent, mais qui ne garde pas, en tout cas, les réponses. Mais, pardon, tout ce qui est données sensibles, c'est-à-dire les données liées à l'origine ethnique, aux opinions religieuses, philosophiques, aux orientations sexuelles, à la santé, etc., sont des données qu'on ne peut pas gérer, sauf autorisation spécifique des parents, dans l'hypothèse où ce sont des mineurs. Et donc, ce sont des données que vous ne pouvez pas collecter. Je vous donne un exemple qu'on a eu en France, où il y avait le responsable des cantines de la région Aquitaine qui avait décidé, pour des questions d'organisation, de regarder les religions de tous les enfants de façon à pouvoir faire des repas cachés, des repas halal, etc. Ce qui partait d'une bonne intention. Ça part d'un bon sentiment. Ça partait d'une bonne intention, mais évidemment qui était complètement illégal. Alors n'oubliez pas que quand vous traitez des données, si vous les traitez, il faut que les personnes concernées, c'est-à-dire les parents, sachent comment vous allez les traiter. Donc ça n'est pas parce que vous avez des données d'élèves que vous pouvez en faire n'importe quoi. Normalement, l'école doit avoir donné aux parents une politique de vie privée dans laquelle sont décrits tous les traitements de données. Et donc, si vous en faites des nouveaux, il faut demander un accord spécifique. Et donc, si vous utilisez des données des élèves dans le cadre d'un projet d'IA et que ce projet d'IA ne se trouve pas dans la politique de vie privée qui a été proposée aux parents, ça veut dire qu'il faut demander un consentement spécifique. Donc, il faut faire attention à ça, réfléchissez-y. Et s'il y a des projets d'IA pour l'année prochaine, par exemple, il faudra les intégrer dans les politiques de vie privée pour que les parents sachent qu'on va faire telle ou telle chose par rapport à leurs enfants. Vous avez en principe dans les écoles ou de façon mutualisée ce qu'on appelle un Data Protection Officer, ce qui est obligatoire dans les écoles.
Si vous en avez un ou il y en a un mutualisé quelque part, posez-lui la question. Normalement, c'est un professionnel qui doit être capable de vous aider par rapport à ça. Et vous avez dans le registre des traitements l'obligation de décrire justement ces projets d'IA, se poser des questions même en termes de risque par rapport à des violations de données, etc., puisque vous êtes responsable par rapport à ça. Et n'oubliez pas que vous êtes confronté aux droits des personnes concernées, c'est-à-dire que les parents peuvent dire, voilà, je voudrais savoir ce que vous faites avec les données de mes enfants, comment vous les utilisez, etc. Donc ça, on a constaté souvent que dans les écoles, c'est pas complètement mis en ordre. Enfin, bon, c'est pas complètement mis en ordre dans plein d'endroits Dans plein aussi. d'autres endroits, hein, il n'y a pas que dans les écoles. Et voilà, je peux comprendre parce que les écoles n'ont pas toujours les moyens de faire ce genre de choses, mais en particulier quand vous commencez dans des projets d'IA, etc., n'oubliez pas quelque part que vous avez quand même une responsabilité à informer au minimum les parents et obtenir leur consentement par rapport à ce que vous allez faire. Sébastien rebondit sur un point qu'on a abordé tout à l'heure. Si on est obligé de respecter l'ensemble de ces règles, donc RGPD, AI Act, entre autres, est-ce qu'on ne va pas aboutir à un système tellement complexe que ce système serait figé? Il y a déjà tellement de contraintes, donc comment est-ce qu'on peut concilier l'ensemble sans décourager toutes les parties prenantes? Alors, ce que je conseille de faire, c'est si vous avez quelqu'un, notamment en matière RGPD dans l'école ou pas loin, qui peut vous aider, c'est en tout cas de poser des questions au début. Il y avait une publicité qui avait été faite par les avocats.be à un moment donné en disant qu'il vaut toujours mieux demander un avis d'un avocat avant parce que c'est plus efficace et ça coûte moins cher. C'est la même chose dans ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez réfléchir à utiliser des systèmes d'IA dans lesquels vous allez intégrer des données d'élèves, posez-vous la question avant, est-ce qu'on peut déjà? Parce que si vous voulez utiliser ces données mais que vous n'avez pas l'autorisation de le faire, vous ne pouvez pas le faire. Donc, il faut déjà réfléchir à ça. Donc, je ne crois pas que ça va bloquer. On le constate d'ailleurs dans les évolutions. Le but, c'est vraiment d'accompagner les projets. On parlait des bacs à sable tout à l'heure, c'est un peu ça aussi, c'est accompagner le projet pour qu'il soit légal. Mais en tout cas, puisque vous avez eu toutes ces formations sur l'IA, mais le réflexe à avoir, c'est de se poser la question en lui disant, OK, je vais faire ça, mais est-ce que je peux? Et pour y arriver, est-ce qu'il n'y a pas une démarche éventuellement de protection, propriété intellectuelle, vie privée, etc., que je devrais mettre en place? Voilà pour la réponse à la question de Sébastien. Et donc, comme tu l'as dit, il y a plein de questions qui viennent, qui découlent d'elles-mêmes, et d'une part de la bonne organisation finalement de tout ça. Ouais. Parce que dans un monde idéal, chaque école devrait avoir un data protection officer qui l'aide. Alors, je sais, dans la réalité, c'est évidemment pas possible. Les crédits de l'enseignement, on va pas faire un débat politique, mais sont ce qu'ils sont. Et donc, effectivement, c'est pas la priorité, mais voilà, c'est quand même une obligation qui s'impose à l'enseignement. Alors, quand on regarde dans la réalité, mais ça, c'est des questions qui doivent se poser normalement par rapport à l'IA, c'est qui est responsable? Parce que vous allez donner les données à l'IA, mais qui va en faire quoi? On ne sait pas trop. Parce que le principe, c'est du machine learning, donc ça va se nourrir des données que vous allez donner. Est-ce qu'on peut mettre des données personnelles? Quelle est la base légale? C'est-à-dire, est-ce que c'est le consentement des personnes? À quoi ça va servir? Privacy by design, ça veut dire qu'il faut réfléchir en amont si on peut ou si on ne peut pas. Enfin, tout ça sont des questions qu'on devrait normalement se poser. Et en fait, dans l'arrivée effectivement de l'IA là-dedans en matière de vie privée, on se pose plein de questions sur qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces données en fait. Et donc les risques sont relativement importants parce que si vous avez une IA qui va donc aspirer toute une série de données personnelles de votre école parce que chaque professeur va demander, je ne sais pas moi, de faire un beau tableau Excel avec les codes des étudiants, enfin, ou des élèves, je ne sais pas moi, de les organiser en groupe, de trier. Bon, et tout ça, c'est intéressant. Mais quelque part, comment le faire, comment trouver un plan d'action cohérent, comment gérer tout ça, ça n'est pas simple. Alors ça, c'est une des questions que vous avez posées. L'un ou l'une d'entre vous a posé, c'est quels sont les dangers utilisés dans un prompt HDPT des données confidentielles, par exemple, récoltées en stage, paramédical, entreprise ou autre. Alors, la première question que je me pose, c'est déjà, est-ce que vous pouvez les récolter? Et malheureusement... C'est des données sensibles, donc avez-vous la légitimité de les récolter? Et malheureusement, je constate que dans pas mal de cas, non. C'est-à-dire qu'en fait, on récolte des données. Moi, j'ai interrogé... on a eu une question il n'y a pas tellement longtemps concernant des stages de vacances parascolaires, etc., où on collectait des données sur les pathologies des enfants.
et qui était alors, je peux comprendre l'exemple qu'on avait eu. C'était un élève qui avait, j'oublie le nom, quand on perd son sang, l'hémophilie. Bon, qui était hémophile. Donc, c'est normal qu'on le sache. Mais on s'est rendu compte, en fait, que non seulement les moniteurs du camp, etc., le savaient tous, plus l'ensemble des professeurs, plus la direction. Bah, OK, est-ce qu'on ne peut pas essayer de limiter ça aux gens qui en ont besoin? Ce qui est un des principes du RGPD. Ce qui est d'ailleurs un des principes du RGPD. Et donc là, on a quand même des soucis de temps en temps. Et donc, pour revenir sur la question qui est posée, mais déjà, est-ce qu'on peut collecter ces fameuses données paramédicales entreprises ou autres? Et donc, dans l'hypothèse où on peut, il faut vérifier. Bien entendu, si vous utilisez une version ChatGPT basique ou AI basique, bah évidemment qu'ils vont garder les questions et les réponses. Il y a eu d'ailleurs une étude qui avait été faite par 2 chercheurs parisiens, dans lequel l'un des chercheurs avait dit, voilà, je suis docteur machin, j'ai une patiente qui est madame une telle, cette patiente a telle pathologie, bien décrite, bien détaillée, je lui donne telle médication, qu'est-ce que tu en penses? Et ChatGPT avait répondu, etc. Et 2 jours plus tard, l'autre chercheur avait posé la question en disant, tiens, madame une telle, comment elle va? Et ChatGPT lui avait donné tout. Donc, ça veut dire que clairement, il y a une utilisation et une assimilation des données qui lui sont données. Donc, faites attention. Alors, si vous avez, je ne sais pas où vous en êtes dans l'enseignement, mais si vous avez par exemple Copilot version Pro, bah, il s'engage à ne pas collecter les données. Dans une version gratuite sur votre smartphone, bah, vraisemblablement, ils vont les garder. Donc, soyez prudents. Et vraiment, la question à se poser en matière de protection des données personnelles, c'est d'abord, est-ce que je peux collecter ces données? Et 2, une fois que je les ai collectées, est-ce que je peux en faire ce que je veux? Donc, c'est vraiment des choses. Et il faut toujours en revenir à ce que les parents vous ont donné comme autorisation. Les parents signent une politique de vie privée, ça doit être marqué dedans. Si dans cette politique, il n'est pas marqué que vous pouvez utiliser des données, vous ne pouvez pas. Question de Cléo, justement, qui rejoint un peu l'exemple que tu viens de donner avec les chercheurs. Si on veut soumettre une question par rapport à une situation concernant un élève, suffit-il de l'anonymiser? Si c'est vraiment anonyme, oui. C'est-à-dire que j'ai un élève qui et vous posez la question à ChatGPT ou à un autre, là, il n'y a pas de souci parce qu'a priori, par contre, si vous dites, la description de l'élève est telle que ça peut finir par l'identifier, bah, peut-être pas. Mais si effectivement c'est une question théorique, là, il n'y a pas de risque. Question de Catherine, si je crée un chatbot que des élèves utilisent chez eux pour s'entraîner et progresser dans une matière, on est dans quel cas de figure à ce moment-là? Par rapport à l'IA, là, on peut clairement, au minimum, un déployeur. Donc, ça va avec toutes les obligations qui sont là-dedans. Et nous, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir, d'abord d'accompagner les élèves par rapport à ça, de voir le type de données que vous allez mettre dans. Alors, si c'est un chatbot fermé avec un certain nombre de matières que vous avez gérées, ça ne devrait pas poser de problème. Mais vous avez créé un système d'IA, donc vous êtes au minimum un déployeur. Et donc, on a sa part de responsabilité à ce moment-là, du coup. Je vois question de Uriel qui arrive. À l'heure de l'IA, le dossier de l'élève pose question. Alors, avec les données que les enseignants renseignent dedans, encore une fois, bien faire attention, j'imagine, à ce qu'on renseigne comme données. Alors, dans les dossiers élèves, normalement, ça, c'est encadré par la réglementation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, en principe, on peut faire plus de choses. De nouveau, on constate dans la réalité que dans les logiciels qui sont utilisés, il y a parfois des espaces libres qui permettent aux enseignants de rajouter des trucs. Et donc, voilà, on constate qu'on a eu des cas, par exemple, d'inscription des parents dans un journal de classe qui était partagé, un journal de classe électronique, partagé entre enseignants. Et donc, certains parents disent, mais enfin, pourquoi est-ce que tout le monde doit savoir que mon fils a eu ça, etc. Enfin bon. Donc, il faut, de nouveau, on est dans un cas dans lequel vous gérez des données d'enfance qui sont quand même des données assez sensibles. Donc, vous devez rester effectivement dans le cadre de ce qui est autorisé par la réglementation et ne pas utiliser les données au-delà de ce qui est nécessaire. Réponse à la question de Uriel. Alors, il y a vraiment eu des cas. Alors, c'est un rapport, je suis désolé, il est en anglais, mais c'est un rapport de l'Electronic Privacy Information Center aux États-Unis qui montrait vraiment les problèmes qu'on a eu, des problèmes réels
du fait que des données personnelles se retrouvaient finalement dans des systèmes. Et donc, il y avait des révélations de données qui avaient été faites sur des informations sensibles sur certaines personnes, des informations en termes de réputation, en termes économiques parfois, parce qu'on donnait des informations sur certaines personnes. Et vous savez très bien que c'est extrêmement difficile de démentir. Hein. Il y a, on dit toujours que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. C'est que, à partir du moment où on a trouvé une information sur vous, ça pose problème. Et on a eu des cas, notamment un cas qui était célèbre aux États-Unis, dans lequel ChatGPT avait accusé un professeur d'avoir fait du harcèlement par rapport à des étudiants, dans le cadre d'un voyage scolaire dans lequel il n'était jamais allé. Donc, ça pose évidemment problème. De nouveau, commencer à le faire. Et donc, modifier ces informations dans la base de données de ChatGPT posait effectivement un problème. On a vu Microsoft qui, finalement, accidentellement, avait mis plein de données personnelles de certains de ses collaborateurs. Donc, il faut faire attention, parce qu'une fois que les données sont dedans, elles sont parties. On ne sait pas les retirer. Hein. Ouais. Alors, on constate, et c'était une photo qui datait d'avant son renouvellement de mandat, mais elle n'a pas changé la vie, c'est qu'il y a vraiment des risques en matière d'IA, et donc c'est pour ça, quelque part, que la Commission européenne a voulu encadrer le système, parce que, clairement, la technologie est là, et on ne pourra pas l'empêcher. Et ce qui est intéressant, c'était une déclaration que Leonardo Cervera Navas avait, qui est l'European Data Protection Supervisor, c'est-à-dire c'est l'entité qui supervise le respect de la vie privée dans les autorités européennes, de dire on va devoir une interprétation souple du RGPD. Alors, ça, pour les juristes, ça fait dresser en tout cas les restes des cheveux qui me restent. Parce que ça devient un peu un aveu de faiblesse aussi. Mais ça veut dire, voilà, on a une réglementation, mais on ne va pas pouvoir l'appliquer. Et malheureusement, c'est un peu le cas parce que si on applique strictement parlant le RGPD, il faut interdire l'IA. C'est comme si on applique strictement la propriété intellectuelle, il faut interdire l'IA aussi. Et évidemment, on ne va pas le faire. Et donc, je vais donner un exemple de la CNIL, qui est l'autorité de protection des données française, qui a dit, voilà, on va accompagner, on va contrôler, on va comprendre, parce que ce n'est pas simple. Et il faut savoir que même les professionnels qui travaillent au niveau des algorithmes, une fois qu'on lance des algorithmes avec ce qu'on appelle le machine learning, finalement, on ne comprend même plus très bien comment ça fonctionne. Ça devient des black box dans lesquels l'IA fonctionne et quelque part, on ne la contrôle plus vraiment. Donc, il y a un accompagnement qui est mis en place. Et donc, quand on parle de données personnelles par rapport à l'IA, il y a les données qui sont déjà sur Internet. Je suppose que vous avez tous demandé à ChatGPT ce qu'il avait sur vous, ce qui est parfois surprenant. Et dans mon cas, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'il fait un peu un mixte entre Jean-Michel Follon et moi, et que donc, en gros, je suis un professeur artiste, donc ce qui est un peu surprenant. Alors, il y a évidemment toutes les données dans les prompts, donc tout ce qu'on a mis dedans. Donc, si vous, ou des collègues, si des enseignants ont mis des données avec des données d'élèves, les données d'élèves, elles sont là. Alors, la question, c'est est-ce que l'IA peut les utiliser? Non, parce que de nouveau, vous les avez mis dedans ou quelqu'un les a mis dedans, mais l'IA n'a pas l'autorisation d'utiliser des données personnelles. Et donc, les crawlers, justement, qui sont des blocages techniques, essayent d'empêcher ça, mais pour le moment, c'est de nouveau des luttes technologiques entre l'utilisation et les usages. Alors, clairement, voilà, même les faibles données que ChatGPT peut avoir sur vous, quelque part, ils ont été les prendre sur Internet. ChatGPT version gratuite, maintenant, c'est jusque fin 2023, si ma mémoire est bonne. Donc, tout ce qui est éventuellement été publié sur vous peut se retrouver là-dedans. Et donc, quelque part, ça peut être des données personnelles. Et même chose, si vous mettez des données d'élèves dans un chatbot, ces données peuvent s'y retrouver et ils vont y rester, évidemment. Alors, ce qui est plus problématique, mais ça, c'est plus pour des plus âgés, c'est que vous avez des programmes qui vous apprennent à faire des virus. Et donc, ChatGPT, il n'y a pas ChatGPT, mais il y a quelques IA qui sont spécialisés là-dedans et qui parviennent qui vous aident. Et d'ailleurs, ChatGPT a été un peu bridé par rapport à ça, mais il y a certaines IA qui le sont moins et qui peuvent vous aider à faire des choses. Notamment, il y avait une IA qui s'appelait Freedom GPT à un moment donné, dans laquelle vous pouviez demander clairement comment tuer mon conjoint sans que ça se voit, comment faire un cocktail Molotov. Enfin, c'était quand même assez trash. Donc, voilà, il faut un peu encadrer. Et c'est aussi intéressant par rapport aux élèves de quelque part de les amener à des
je dirais, des IA qui sont, je dirais, sérieuses quelque part. Et alors, pour ceux qui font du code, mais effectivement, c'est très intéressant d'avoir certaines applications qui aident à développer des erreurs en codage, par exemple. Mais de nouveau, une fois qu'on a fait ça, ben, les codes, ils peuvent évidemment rester dedans, sauf quand on est dans des univers fermés. Même chose, il y a eu pas mal de cas et de création de phishing, par exemple. On peut demander à ChatGPT de créer quelque part des Ouais. messages de phishing. Donc, on a quand même des risques. Ouais, c'était un point d'ailleurs, l'orthographe par exemple, Oui. de reconnaissance de tentatives de phishing, ben voilà, ils savent passer outre cela s'ils utilisent des intelligences artificielles. Oui, et en plus, non seulement il parvient à le faire, mais maintenant il parvient à la cibler. C'est-à-dire qu'en fait, vous recevez des messages de quelqu'un que vous connaissez qui vous demande de l'aide, par exemple. Et donc là, vous avez, pour ceux que ça intéresse, il y a sur le link qui est en fait le laboratoire de la CNIL, donc l'autorité française, un dossier spécifique sur les attaques et les risques en matière d'utilisation d'IA qui sont quand même assez problématiques si ça vous intéresse. Alors, vous avez des droits en matière de RGPD. Donc, un parent d'élève peut demander à l'école, mais qu'est-ce que vous avez comme données sur mon enfant? Et vous êtes censé répondre dans un délai d'1 mois en vertu du RGPD. Mais quand on fait ça au niveau de l'intelligence artificielle, ben, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, il y a un exemple tout à fait intéressant. C'était OpenAI qui a été attaqué par Non-Novio Business. Non-Novio Business, c'est une ONG autrichienne qui est très spécialisée dans le domaine de la vie privée et où son président, Mark Schrems, est célèbre pour avoir fait notamment annuler l'accord entre les États-Unis et l'Europe en matière de protection des données. Et en fait, Mark Schrems a fait un truc amusant, c'est qu'il a demandé à ChatGPT quelle est ma date de naissance. Et ChatGPT lui a donné une mauvaise date de naissance. Et donc, il a écrit à OpenAI en disant, voilà, je m'appelle Mark Schrems, ChatGPT, copie d'écran, me donne une mauvaise date, est-ce que vous voulez corriger? Et OpenAI a répondu, mais c'est pas possible, parce que le principe même, c'est qu'on ne peut pas les corriger une donnée, etc. Et donc, il attaque OpenAI devant l'autorité autrichienne de protection des données pour non-respect du RGPD, puisqu'il n'y a pas moyen de rectifier. Donc, c'est amusant, on verra ce que ça va donner. Et donc, est-ce que y a moyen, en fait, de régler RGPD et IA? Ben, clairement, il va falloir. En fait, et pour moi, la phrase du contrôleur européen par rapport à ça, disant qu'on doit avoir une interprétation souple du RGPD, c'est-à-dire qu'on sait très bien aujourd'hui que quelque part l'IA est là, qu'on va essayer de l'encadrer, qu'on va essayer de limiter les risques, mais qu'on ne pourra pas arrêter ces technologies. Il y a eu, vous l'avez peut-être vu à un moment donné, une tentative de moratoire. Il y a 400 scientifiques qui avaient signé une lettre ouverte en disant il faut arrêter l'IA, ou en tout cas arrêter pendant un certain temps. Mais évidemment, à partir du moment où on sait que la Chine, la Russie et d'autres pays vont quand même continuer, ça ne sert à rien. On ne peut pas laisser les autres quelque part avancer. Donc finalement, ce moratoire n'a pas servi. Donc, de toute façon, ça restera, il faudra l'encadrer. Et justement, tu parles d'encadrer, ça rejoint un peu ce fameux point de la vie privée, justement, parce que encore beaucoup trop de personnes donnent des données sensibles à l'IA. Mais c'est ça, je crois que ça va être aussi le rôle des référents IA dans les écoles, c'est un peu d'encadrer, de former, de conseiller, d'encadrer vos collègues, parce que c'est une étude Kaspersky qui avait été relayée par la RTBF il n'y a pas tellement longtemps, qui est assez catastrophique en disant que 50% des employés, là c'est tout secteur confondu, partagent des données sensibles sur les IA. Et donc, autre élément important, c'est qu'ils ne vérifient pas la véracité des réponses. Et donc, quelque part, ils posent la question à une IA et donc considèrent que la réponse est bonne. Et donc, évidemment, l'esprit critique reste toujours la valeur cardinale quelque part. Le fait qu'il n'y ait pas d'autres directives, c'est important parce que il faut effectivement encadrer les collaborateurs pour leur expliquer ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Et donc avoir des règles en disant, voilà, ça c'est ce qu'on peut faire, ça on peut pas, etc. Seulement 22% des gens savent que ChatGPT garde quelque part les questions et les réponses. 43% ne savent pas comment sont traitées leurs données une fois qu'ils ont posé la question. Et donc, voilà, il y a vraiment une nécessité d'encadrer sur la fiabilité. Alors, même si les IA ont fait des progrès, il y a quand même encore des hallucinations, donc des erreurs.
Et il faut effectivement encadrer tout ça, et notamment sur la protection des données, sur les risques de propriété intellectuelle et autres. Et donc, expliquer à tous les collègues les risques et opportunités éventuelles qu'on peut avoir. Et donc, tu voulais terminer par un petit clin d'œil finalement, Oui, parce que c'est une question qui vient pour tous les jobs. Hein. Tiens, mais est-ce que l'IA va me voler ma place? Ici, petit focus particulier pour les profs. oui, c'était pour sourire un peu, savoir si les profs étaient remplacés par une IA. Alors, c'est un truc intéressant, c'est que dans le Trends, il n'y a pas longtemps, et on trouvait quand même que le professeur était en 15e place, potentiellement remplaçable par une IA. Et dans un sondage au niveau international, on constate quand même qu'il est aussi dans les métiers. Et ça me fait penser à une conférence qu'on avait donnée il y a quelques temps avec Marcel Lebrun, qui est un technopédagogue de l'UCL, qui avait lancé le Learning Lab d'ailleurs de l'UCL, que j'ai eu la chance d'avoir comme directeur de thèse. C'est qu'il y avait un professeur d'histoire qui avait posé une question de l'UCL, qui avait posé une question en disant, mais est-ce que je vais être remplacé par une IA? Et Marcel Lebrun, qui est un homme qui a beaucoup d'humour, etc., il a regardé, il a dit, mais puisque vous posez la question, vous, oui. Et donc, c'est vraiment le côté valeur ajoutée. C'est en fait, et je crois que la majorité des enseignants ne se posent pas trop de problèmes par rapport à ça, c'est que on a une valeur ajoutée qui va au-delà de l'IA. Si effectivement on peut être remplacé par une IA, ça veut peut-être dire qu'on n'en a Il faut se pas. poser des questions sur ce C'est qu'on ça. Et fait. Hein. donc, quelque part, tout ce côté accompagnement, etc., reste évidemment fondamental par rapport à ça. Et donc, je dirais que la question ne devrait pas, effectivement, pas se poser. Donc, est-ce qu'on doit se réjouir un peu? Je crois que surtout, il faut faire attention. Il faut suivre, il faut contrôler, il faut se tenir au courant. Je crois qu'un des éléments importants, c'est qu'on en est vraiment qu'au début. Ça va extrêmement vite. On a des chiffres, vous avez le chiffre classique, c'est 1 million d'utilisateurs en quelques jours pour ChatGPT, ce qui n'est pas le cas. Par contre, ce qu'on constate, c'est que ça diminue un peu pour le grand public, parce que finalement, la hype est passée. oui, c'est ça. Je cherchais. En fait, je crois que le grand public a cru à un moment donné qu'avec l'IA, on pouvait tout faire. C'est ça. Donc, fais-moi une vidéo avec mes photos de vacances, fais-moi un discours de mariage, etc., et avec une vidéo que je peux envoyer. Enfin, et puis, on se rend compte que tout ça est possible, mais que ça nécessite quand même une certaine technicité, et que c'est vrai qu'on peut créer des images, qu'on peut refaire des photos, etc., mais si on n'est pas photographe ou vidéaste, c'est compliqué. Alors, tous ces outils techniques sont extrêmement bien utilisés par des professionnels qui, eux, gagnent du temps, font des meilleures choses, etc., et ont le temps d'avoir des valeurs ajoutées. Par contre, pour le grand public, tu te rends compte que quand même, c'est vrai, se faire une vidéo de soi avec un texte, machin, avec toutes les langues et tout, en fait, ce qu'on t'a fait avec Désiré il n'y a pas longtemps, on avait fait un webinaire sur les vidéos, et l'intervenant, Désiré Dupin, avait pris des images de Désiré, il avait parlé dans toutes les langues et des textes divers. Donc, mais c'est un technicien, c'est quelqu'un qui sait faire. Si on devait faire ça nous-mêmes, Désiré ou moi, je crois que Adrien ou moi, ça nous prendrait plus de temps. Donc, il y a effectivement le hype un peu qui est passé. Et donc, ce qui est important, je crois, pour nous, en tant qu'enseignants aussi, c'est la veille, c'est regarder ce qui se passe, regarder les usages, et surtout pour des référents IA qui sont censés faire, je dirais, l'accompagnement de leurs collègues, c'est de rester ouvert, de s'abonner à des newsletters diverses pour voir un peu ce qui se passe, et notamment en matière réglementaire, pardon, pour voir si on reste dans les clous, et notamment par rapport à l'IA Act, puis il va y avoir effectivement des procédures qui vont être mises en place, des formalités à remplir dans certains cas pour le déploiement de systèmes d'IA, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'il faut garder. C'est pas parce qu'on a eu, je dirais, des formations en IA en 2024 que ça y est, on est tranquille. Non. C'est pas un one shot clairement, et c'est tous les formateurs en IA. Je dirais qu'on donne une formation dans 3 mois, ça sera plus la même que celle qu'on donne aujourd'hui, parce qu'il y aura des choses qui auront changé. C'est ça. Voilà qui conclut cette présentation. Donc, restez sur la balle, justement, continuez à vous informer. Et pour cela, la transition est toute trouvée. Rejoignez le groupe des explorateurs numériques sur Facebook si vous n'y êtes pas encore. Bien évidemment, il y a toujours plein de ressources
qui sont postés dessus. Donc, mon équipe va vous mettre le lien dans le chat. Mais si vous n'êtes pas encore dessus, allez faire un petit tour. Eh bien, voilà, il ne me reste plus qu'à conclure, qu'à remercier Jacques encore une fois pour cette journée marathon de webinaire, vu qu'on en a eu un tous les deux ce matin également. Et bien, merci à vous aussi, cher public, de nous avoir suivis, d'avoir été très nombreux, d'avoir fait part vraiment de votre engouement pour ce parcours référent. On est vraiment très contents. Et félicitations pour votre parcours. Et félicitations. Buvez un petit verre ce soir. Hein, c'est jeudi après tout. Donc pourquoi pas. Fêtez bien ça. Bonne Saint-Nicolas aussi. Bonne préparation aussi peut-être pour ceux qui vont préparer tout ça. Et à bientôt pour d'autres webinaires. Passez une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.